Bonjour et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui revient tout le temps dans vos messages, dans vos consultations, dans vos soirées et dans vos nuits, surtout dans vos nuits à 3h du matin, le sommeil des bébés. Et plus précisément, le sommeil des bébés allaités et in fine, votre sommeil. Parce que quand on allaite, on entend beaucoup de choses. Il se réveille trop, c'est à cause de l'allaitement. Il ne saura jamais dormir seul si tu l'allaites la nuit. Alors pour en parler, on avait vraiment envie d'inviter quelqu'un qui connaît le sommeil, mais qui connaît aussi la réalité des familles allaitantes. Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'accueillir Caroline Ferriol, fondatrice de Fedodo, experte du sommeil des bébés et des enfants, que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le nom de Fedodo, spécialiste sommeil bébé. Caroline accompagne les familles avec une approche respectueuse et individualisée. Elle est aussi l'autrice de plusieurs livres sur le sommeil des bébés et des enfants pour pouvoir adopter la stratégie de sommeil qui convient à votre enfant. Dans cet épisode, on va parler des difficultés que rencontrent les bébés allaités, des idées reçues, de l'endormissement autonome, des bénéfices de l'allaitement sur le sommeil et aussi de quand demander de l'aide sans culpabiliser. Car croyez-nous, tout comme nous, Caroline connaît bien les nuits pourries, hachées et courtes. Tu vois ce que je veux dire. On est ensemble. Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée. Alors Caroline, merci beaucoup d'être là avec nous. Pour commencer, présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ton métier, de ton parcours. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis ravie d'être là. Donc, je suis Caroline Ferriol, je suis psychopédagogue et experte du sommeil des bébés et des enfants. Et je suis fondatrice de Fedodo. Fedodo, depuis 2019, c'est un collectif pluridisciplinaire d'experts du sommeil et de la nutrition infantile. Et on accompagne les familles partout dans le monde pour comprendre et résoudre les troubles du sommeil avec une approche respectueuse, individualisée et globale. On travaille avec des diététiciennes pédiatriques, des médecins, des consultantes en lactation IBCLC, des psychologues, des psychomotriciennes, des professionnels de la périnatalité, parce que pour nous, le sommeil des bébés et des enfants, c'est pas une question de méthode, c'est une question de connaissance, d'équilibre entre développement, besoins physiologiques, émotionnels et environnement. Je suis également autrice de plusieurs livres. Le grand guide du sommeil de mon bébé, qui est aujourd'hui best-seller, et qui est chez Marabout et qui a été édité en 2023. Un deuxième livre qui s'appelle Mon bébé pleure beaucoup, qui est le complément du premier. On dit livre bleu, livre rouge. Complément du premier parce qu'il aborde beaucoup toute la partie nutrition, mais aussi toutes les étiquettes qu'on va poser sur les bébés, RGO, APLV, etc. Enfin, voilà, toutes ces questions-là avec le collectif. Et 3 livres pour enfants, la collection que vous connaissez d'ailleurs Oui. toutes les deux. Oui, on y reviendra à la fin. Il y a un QR code avec une relaxation, avec une petite fée. Et franchement, mon fils adore. Super. Du coup, voilà, une mission pour Fedodo avec 3 histoires, 3 enfants différents, 3 problématiques de sommeil. Louise ne veut pas aller se coucher, Arthur met du temps à s'endormir et Jade veut dormir. Avec ses parents. Et veut s'endormir avec même sa maman présente aussi. Et puis, j'ai une casquette de formatrice aussi, puisque Fedodo, c'est aussi une école de formation qui est certifiée Calliope et qui vient former les professionnels autour du sommeil et de la nutrition infantile à différents degrés, des professionnels de santé et de la périnatalité, et puis aussi des personnes qui vont souhaiter se reconvertir et devenir consultante spécialiste du sommeil des bébés et des enfants, et travailler au sein du réseau Fedodo notamment. Merci pour cette présentation. Est-ce que
Tout ça, t'es venu de créer, un peu comme nous, de créer ce podcast de l'allaitement une fois que t'as eu ta fille, du coup, et qu'elle dormait pas. Oui, complètement. Tout ça, c'est... Alors, moi, je me suis formée avant, quand même, pendant les 2 années qui ont précédé la venue de ma fille, à la fois pendant ma grossesse et puis avant ça. Mais à la base, c'était une formation pour moi-même, hein. Pas du tout pour en faire un métier. C'était vraiment pour être au top du top de la maman pour ma fille. Et puis en effet, à sa naissance, elle s'est mise à hurler nuit et jour pendant 6 mois, sans qu'aucun professionnel ne soit à même de m'accompagner et de nous aider. Et j'ai vu énormément de pros de santé. J'ai même vu du côté ésotérique. Je suis allée chercher et creuser partout, alors que moi-même, j'avais énormément de connaissances aussi, et sans que personne ne soit à même de pouvoir m'aider. Lorsque on a commencé à avoir des temps d'éveil un petit peu mieux parce qu'un ostéopathe a décelé des tensions, mais j'avais vu déjà 4 ou 5 ostéopathes, et qu'elle a commencé à mieux s'alimenter avec des tensions qui ont été supprimées, j'ai pu me rendre compte qu'elle avait du coup aussi mis en place beaucoup de problématiques autour du sommeil, et que là aussi, j'avais pas les clés et que personne n'était à même de m'aider, à part me dire bah, laisse-la pleurer toute seule dans sa chambre, elle finira par dormir, ou bien bah, c'est normal qu'un bébé ne dorme pas. Je savais que ces deux voies-là étaient pas du tout OK pour moi, et ça m'a poussée à aller faire des recherches extrêmement poussées sur ce sujet, et à faire des découvertes et à me rendre compte que je détenais des savoirs qui n'étaient absolument pas proposés aux familles, et c'est pour ça que j'ai créé Fedodo. Ok, bah, beau parcours. On va clairement profiter de toi aujourd'hui et de ton savoir. Parce qu'on ne te cache pas que sommeil et allaitement, c'est deux problématiques. Pas vraiment problématiques. C'est deux choses qui peuvent être intimement liées. Et nous, déjà dans ce qu'on a vécu et dans les questions qu'on reçoit beaucoup de nos auditrices, le sommeil, ça tient une place high level. Voilà, bah après, c'est le nerf de la guerre. Hein. Donc voilà, donc pour commencer, on va te demander quels sont pour toi les piliers essentiels d'un bon sommeil chez un bébé allaité. Alors juste, je vais revenir sur ce que vous disiez, vous avez beaucoup de questions sur le sommeil, et je dirais, tant mieux, le sommeil, c'est le fondement de la santé des êtres humains, et l'alimentation. C'est les deux piliers. Et c'est pour ça que l'un et l'autre s'influencent autant, mais on va le revoir ensemble. Les piliers essentiels d'un bon sommeil chez un bébé allaité, c'est les mêmes que ceux chez un bébé qui n'est pas allaité, puisque le sommeil, c'est une fonction innée, c'est une fonction physiologique. Et du coup, une des choses primordiales, c'est évidemment un sentiment de sécurité, hein, la sécurité affective pour l'enfant, pour avoir un bon sommeil. Donc, un bébé qui se sent en confiance, c'est un bébé qui va bien dormir, évidemment. Mais il y a beaucoup d'autres piliers, dont celui du coup de l'alimentation. Un bébé ne peut bien dormir, faire des belles siestes, faire des belles nuits, ne pas se réveiller en hurlant, être à même d'aller vers la sieste tranquillement, et vers sa nuit tranquillement aussi, que si tous ses besoins physiologiques, et notamment du coup l'alimentation, sont comblés. Et principalement chez les petits entre 0 et 18 mois. Aujourd'hui, nous, dans le cadre de nos consultations, une très grosse partie de nos consultations sommeil vont trouver une origine du côté de carences caloriques pour les bébés. Carences caloriques, que les bébés soient allaités ou au biberon. Hein. C'est vrai que les épisodes que j'ai écoutés de toi, à chaque fois, la conclusion, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un lien hyper prépondérant entre l'alimentation et le sommeil. Et c'est vraiment fondamental. Et à partir ensuite de problématiques qui vont parfois trouver une simple origine du côté de carence calorique ou de déséquilibre alimentaire mis en place simplement, vont pouvoir en découler par contre d'autres problématiques de sommeil, où on va mettre en place du coup des problématiques au niveau du cadre de sommeil, au niveau de la relation de sommeil, de l'expérience de sommeil, des stratégies de sommeil. Et là, c'est rapidement un engrenage finalement, mais on est d'accord que
une grosse partie des troubles du sommeil, même ceux qu'on va retrouver chez un enfant de 4 ans, où là, à l'origine, c'était une problématique de carence calorique. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le problème pour l'enfant, mais c'est ce qui a mis en œuvre finalement toute une somme d'autres problématiques. Du coup, pour moi, un des piliers, c'est vraiment l'alimentation. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler et on va parler de l'allaitement. Un bébé qui dort bien, un bon sommeil, c'est pas forcément un bébé qui va dormir toute la nuit sans se réveiller. Je crois qu'on va aborder ça un petit peu plus ensemble tout à l'heure, puisque les enfants ont besoin d'enchaîner des cycles la nuit et puis ont besoin aussi de répondre à leurs besoins alimentaires, suivant aussi leur mode d'alimentation. On va avoir comme deuxième pilier, c'est vraiment la connaissance des rythmes de l'enfant, la connaissance du sommeil et de la physiologie. Être à même de savoir que, par exemple, un tout petit entre 0 et 2 mois ne va avoir son cerveau disponible pour rester éveillé que 30 à 60 minutes. Et qu'un petit de 4 mois, hein, comme tu as en portage Cassandre, ça va être maximum 2 heures et le matin, ça va être même plutôt 1h15 avant la première sieste. Ça, ce sont des piliers essentiels à connaître pour un bon sommeil parce qu'on a énormément de parents qui ne vont pas avoir ces bases de compréhension-là dans la structure et la physiologie du sommeil de leur bébé et qui, du coup, vont, sans le vouloir, finalement, garder un enfant en éveil, ne pas lui proposer le sommeil au bon moment. Et puis, du coup, on va avoir des bébés qui passent en surstimulation et qui, derrière, vont avoir du mal à trouver le sommeil. Et puis, qui, du coup, dorment moins que ce qu'ils devraient. Et moins je dors, plus je vais augmenter ma production de cortisol, moins je vais être en capacité de pouvoir m'endormir facilement et ainsi de suite. Le savoir, c'est le pouvoir, on le répète aussi, c'est un peu comme dans l'allaitement. Et surtout, après, c'est aussi les injonctions et les conseils non avisés qu'on reçoit et qu'on dit, faut pas le faire dormir là parce que après il va plus dormir. Mais en fait, si, je pense que des bonnes siestes dans la journée contribuent aussi à faire des bonnes nuits. Mais ça, on va y revenir avec toi, Caroline. Ouais, mais c'est bien du coup de la connaissance de tout ça, t'as complètement raison, parce que ça aide aussi les parents, je pense, à avoir des attentes réalistes. Et se dire que c'est normal, voilà, de pas ce qui est un peu la nuit. C'est ça, et lorsque les parents ont des bases d'informations autour du sommeil des tout petits et des bébés, ça va leur permettre justement de ne pas tomber dans des difficultés toutes bêtes, mais qui peuvent très vite enrayer la machine et faire qu'on se retrouve dans des situations, là par contre, très difficiles, avec un bébé qui dort pas, qui pleure dès qu'on veut lui proposer le sommeil, etc. Et une maman qui, derrière, elle non plus, ne dort pas et se retrouve en difficulté également de son côté. Donc pour moi, vraiment, les piliers d'un bon sommeil, c'est connaître tout ce qui va concerner les besoins spécifiques des tout-petits et qui évoluent en plus principalement la première année et les 18 premiers mois de manière très importante. Donc, on peut vite se retrouver à vivre des difficultés avec son bébé simplement parce qu'on n'est pas au courant qu'à cet âge-là, il y a besoin d'une 3e sieste pour pouvoir bien dormir la nuit et que on ne savait pas et du coup, on a un bébé qui fait des insomnies la nuit à cause de ce manque de sommeil de jour. De connaître, on en a parlé des temps d'éveil, de connaître la physiologie du sommeil aussi autour de l'endormissement avec les bébés des tout jeunes qui vont s'endormir en sommeil agité et où beaucoup de parents vont confondre sommeil agité et éveil chez le nourrisson et qui vont réveiller leur enfant plutôt que de lui permettre de passer ses cycles. On a vraiment beaucoup de choses de ce côté-là. Alors pour toi, qu'est-ce qu'un bon sommeil ? Je crois que tu as répondu. Ouais. Alors pour moi, un bon sommeil, je vais peut-être réussir à le définir plutôt du côté de comment est-ce qu'on peut se dire que mon bébé a un mauvais sommeil ? Quels sont les signes qui vont me permettre de me dire que mon bébé a un mauvais sommeil ? La première des choses, c'est les pleurs. C'est assez simple. C'est qu'un bébé qui s'endort en pleurant, qui met beaucoup de temps à s'endormir, plus de 10 minutes,
et qu'il le fait à chaque fois en pleurant et avec beaucoup de difficultés, mais même s'il le fait même sans pleurer, c'est-à-dire qu'il met 3/4 d'heure à s'endormir, une demi-heure, 3/4 d'heure à s'endormir, qu'il faut faire X choses, que c'est très compliqué, là, il y a un problème de sommeil. Si mon bébé se réveille en pleurant, s'il se réveille en pleurant fort et en hurlant la nuit, s'il se réveille le matin en pleurant, s'il se réveille de ses siestes en pleurant, ça, c'est un signe de manque de sommeil. C'est un signe qu'il y a quelque chose là, dans le sommeil, un petit caillou que bébé, qui empêche bébé d'avoir suffisamment de sommeil, qui ne lui permet pas de passer ses cycles correctement et qui ne lui permet pas d'avoir une relation de sommeil apaisée. Parmi les autres signes qu'il y a un problème de sommeil, on va avoir beaucoup la référence du côté des besoins en sommeil. Si mon bébé a normalement, pour son âge, un besoin en sommeil en moyenne de 14 heures par 24 heures, et que un jour de temps en temps, il fait 12 heures, un jour de temps en temps, il fait 16 heures, etc., même parfois peut-être 10 heures, tout va bien. Si par contre, tous les jours, mon enfant ne fait que 12 heures par 24 heures, là, il y a un problème. Si tous les jours, il ne fait que des siestes de 30 minutes, là, il y a un souci. Si tous les jours, les nuits sont, alors à partir de 3-4 mois, sont de moins de 11-12 heures, et ce jusqu'à 6 ans, là, il y a un problème. Il faut se baser sur les besoins en sommeil généraux de l'enfant. On a les petits dormeurs et les longs dormeurs, on est d'accord, mais dans la fourchette des petits et longs dormeurs, finalement, il y a très peu d'écart. Il y a une demi-heure, 1 heure. Si tous les jours, pour mon enfant, il y a vraiment un éloignement vis-à-vis des fourchettes officielles des besoins en sommeil chez les petits, là, je peux me poser des questions. Et puis, évidemment, je vais regarder aussi l'état de mon enfant et de mon bébé. Si mon bébé est tout le temps, tout sourire, qu'il a l'air reposé, détendu durant ses temps d'éveil, qu'il arrive à se concentrer sur des choses, qu'il arrive à pouvoir être posé, que j'ai un bébé qui va supporter la frustration assez facilement, mis à part les épisodes de maladie, etc., bien sûr, mais de manière générale. Même s'il ne dort pas énormément, peut-être qu'il se situe du côté des petits dormeurs. Par contre, si j'ai un bébé qui est beaucoup en pleurs durant ses temps d'éveil, qui ne supporte pas la frustration, qui va demander les bras constamment, etc., eh bien là, je peux me poser la question du manque de sommeil de son côté, parce que ça va avoir une influence très forte. Il faut être conscient que quand on manque de sommeil, la première chose qui va être impactée lorsqu'on manque de sommeil, ça va être notre quota de sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves, mais c'est aussi celui qui permet la gestion des émotions. Et du coup, dès lors que je manque de sommeil, mais ça, adulte-enfant, tout le monde, dès lors que je manque de sommeil, que j'ai une nuit un petit peu trop courte, une sieste un petit peu trop courte, eh bien, gérer tout ce qui constitue l'environnement extérieur, mes interactions, mes propres émotions, tout peut devenir extrêmement agressif. Et ça peut faire que justement, on a des bébés qui ne veulent pas quitter les bras de papa et maman parce que c'est normal. Et ce ne sont pas des bébés qui sont insécurisés en soi, ou d'ailleurs tata ou tonton ou la grand-mère vont dire c'est parce que tu le portes trop qu'il ne veut plus quitter tes bras. Non, ça n'a rien à voir. Le manque de sommeil a cet effet vraiment immédiat du côté du sentiment de sécurité et de la capacité à pouvoir gérer un environnement proche, quel qu'il soit. Même les bruits, les odeurs, les textures, tout se joue à ce niveau-là. Et il faut savoir que derrière, lorsque la dette de sommeil et le manque de sommeil commencent à s'approfondir, on va avoir un lien direct avec des problématiques d'hyperactivité, d'hypersensibilité, etc., qui peuvent se creuser. Parce que si mon cerveau n'est pas disponible pour pouvoir gérer l'environnement et que je manque de sommeil de manière constante, eh bien évidemment, je deviens d'autant plus sensible. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, puisque je dors pas très bien depuis 2 semaines et j'ai pleuré devant une commerciale ce matin. On l'embrasse. Tu sens que la gestion des émotions, elle est pas top. C'est vrai, quand on est fatigué de la nuit, qu'après on doit gérer par exemple le mercredi avec tous les enfants, on est moins patiente et ça, voilà, c'est QFD, j'ai envie de dire. Exactement, et ça se joue chez le parent aussi. Et si on transpose au bébé et à l'enfant, c'est
puissance 10, Bah ouais, parce puissance... qu'ils n'ont pas encore le matériel pour pouvoir Exactement. Et temporiser, moi, quand etc. j'interviens dans les écoles également, et quand j'ai des instits qui me disent, mais cet enfant est ingérable, c'est une question de caractère, etc. Moi, derrière, je vais creuser le quota de sommeil de cet enfant. En réalité, c'est un enfant qui simplement manque de sommeil. Et par conséquent, ça n'est pas possible pour lui de tenir assis en classe, ça n'est pas possible pour lui de gérer ses interactions avec ses camarades de classe de manière rationnelle et sans aucun contrôle pulsionnel. Ça n'est pas possible pour lui d'enregistrer les enseignements non plus, voire même d'avoir une attention à tout ce que l'environnement de l'école lui demande. Et ça en fait des enfants qu'on va étiqueter ingérables uniquement parce qu'ils manquent de sommeil. Et très rapidement, avec une structure adaptée de sommeil pour eux, avec un regain en quota de sommeil, moi j'ai des enfants de 4 ans qui dorment même pas 10 heures par nuit. C'est catastrophique lorsque le besoin il est de 12 heures. Ça fait comme un adulte qui dormirait 5 heures, 4-5 heures par nuit tous les jours. Ah bah, obligatoirement, il serait nettement moins sympa avec ses collègues. Et on a la même chose chez les tout petits bébés, avec beaucoup de familles qui viennent nous voir en nous disant que leur bébé est hyperactif, leur bébé pleure beaucoup, leur bébé est un hibou et ne veut jamais lâcher prise, il est très curieux, il est beaucoup dans le développement moteur, etc. En réalité, c'est simplement des bébés qui manquent de sommeil et qui, une fois le quota de sommeil retrouvé, sont des bébés qui peuvent être posés, se concentrer sur la nutrition aussi, et d'ailleurs l'allaitement, pas forcément être curieux de tout. Les bébés sont pas curieux de tout, hein. C'est pas des bébés hiboux comme je vois beaucoup sur des forums, on a beaucoup ça en consultation. Ça n'existe pas. À chaque fois, c'est simplement des bébés en manque de sommeil. Et forcément, le manque de sommeil induit de l'hypervigilance. Ce sont des bébés qui, du coup, sont en zone de tension constante parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'activer suffisamment leur système parasympathique. Et ça, en quelques jours, on bascule, hein. En fait, on retrouve un bébé complètement tranquille, serein et identique aux autres. Et c'est là où aussi je reviens sur la question du caractère. Venir poser une étiquette sur certains bébés comme ah bah celui-ci il aime pas dormir ou c'est un petit dur où il regarde tout, il est très curieux, etc. Attention à toutes ces étiquettes sur un bébé ou aux différences. Ah bah lui c'est un bébé qui est tranquille, il est facile le tien et le mien il est un peu plus difficile. Il a du caractère. Toutes ces étiquettes posées sur les bébés dès le plus jeune âge, moi je trouve ça assez problématique parce qu'en réalité, dès qu'on vient rééquilibrer l'alimentation et le sommeil, on se rend compte que en fait, c'est des bébés qui vont très bien, qui sont adorables, tranquilles, avec des caractères complètement malléables au quotidien, comme tous les autres. Ouais, moi je trouve que ça veut rien dire un bébé a du caractère ou il est colérique, etc. Parce qu'on se dit que la personnalité, elle se développe vraiment autour de 10-12 ans vers l'adolescence. Donc ça, vraiment, ouais, je pense que les gens qui disent ça, déjà, il y a moins de connaissances. Et aussi, je voulais revenir sur ce que tu dis. Pour rappel, les troubles de l'attention, de la concentration, tout ce qui est TDAH, etc., c'est des diagnostics d'élimination. Et bien sûr, on recherche tout ce qui est troubles du sommeil, etc. Enfin, plein de choses, des maladies neuro, avant de dire c'est des troubles d'hyperactivité ou voilà. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner quand c'est ça. Et oui, et de regarder le point sommeil. Et de regarder vraiment l'équilibre de sommeil et alimentaire avant toute chose, avant tout diagnostic. Je suis complètement d'accord. Là où parfois, dans nos sociétés, on a tendance à venir d'abord poser une étiquette pour ranger l'enfant dans une case, le bébé, l'enfant, l'adolescent aussi, Et hein. un bébé, je trouve ça dur. Enfin, c'est pas possible de ranger un bébé dans une case. Il est en plein développement, il est pas mature. Pour moi, c'est impossible. Ouais. Et nous, on va s'en rendre compte, c'est notre quotidien auprès des familles. Il y a plein de nouvelles étiquettes qui arrivent, hein, FOMO, baby, etc., autour des bébés. Même toute la question du RGO, on l'abordera peut-être. Où nous, dès lors qu'on vient accompagner ces familles-là, mais en fait, on se rend compte qu'il n'y avait rien du tout. Oui, il y a un bébé, surdiagnostic. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent venir perturber un sommeil? On entend parler parfois de régression. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Oui, mais là, il est en pleine découverte, donc c'est normal qu'il dorme moins bien. Dis-nous ce que tu en penses. Alors, il peut y avoir plus d'une centaine de facteurs qui vont venir perturber. Yes. Numéro 1. L'épisode, il est dur.
plus d'une centaine de facteurs. Je les ai regroupés dans 8 grandes familles de perturbations du sommeil. On va avoir les perturbations d'origine médicale, tout ce qui va être, alors petite maladie hein, évidemment, mais aussi obstruction des voies respiratoires, ou pas obstruction totale, hein, mais tout ce qui va provoquer une apnée du sommeil, et c'est principalement chez les enfants des amygdales et des végétations inflammées, souvent avec pour origine des APLV, là pour le coup, hein, allergie aux protéines de lait de vache, et non pas IPLV, ça n'existe pas, ni intolérance au lactose, ça n'existe pas non plus chez les bébés, mais bien des APLV. Tout ce qui va être réel reflux gastro-œsophagien, donc tout ce qui est d'origine médicale. On va avoir, mais c'est une infime partie, c'est quand même important de le dire. C'est une infime partie des perturbations du sommeil. On va avoir toutes les perturbations liées aux stratégies de sommeil. Donc ça, c'est ce que j'ai conceptualisé dans mon livre. Les stratégies de sommeil, c'est tout ce qu'on va avoir mis en place en lien avec notre système parasympathique que j'expliquais tout à l'heure, qui permet au cerveau de se dire, tiens, je vais aller vers le sommeil. C'est tous les mécanismes cérébraux, à savoir, moi, par exemple, ma stratégie de sommeil, c'est de me mettre sur le ventre, une main sous mon oreiller, d'avoir la tête dans un coin de l'oreiller. D'autres, ça va être des chaussettes aux pieds, la couette remontée jusqu'au menton et sur le côté. Ça, ce sont les stratégies de sommeil. Elles peuvent être multiples, complexes, personnelles en fonction de chacun. Elles peuvent évoluer pour chacun. On en met en place dès la vie intra-utérine pour ce qui concerne du coup, les bébés. Et on va avoir du coup pas mal de problématiques autour des stratégies de sommeil parce qu'elles peuvent être autonomes si je mets en place mes stratégies toute seule, sans besoin de personne, et que je peux les remettre en place de manière inconsciente tout au long de la nuit à chaque changement de cycle de sommeil. Mais je peux aussi me mettre à mettre en place des stratégies de sommeil dépendantes de quelque chose que je ne maîtrise pas. Et dans ces cas-là, être soumise au fait de devoir appeler ce à quoi je suis dépendant, et c'est souvent le parent pour les bébés, à chaque changement de cycle de sommeil, et être à même de demander à être rebercé toutes les heures tout au long de la nuit pour pouvoir continuer ma nuit ou pour pouvoir continuer ma sieste. C'est assez complexe les stratégies de sommeil, mais c'est hyper intéressant à avoir en tête, surtout à ne pas simplifier en disant que, et on va en reparler tout à l'heure, hein, l'endormissement autonome est obligatoire pour tout le reste. Ça dépend de chaque enfant, de chaque situation, Ouais, et ça j'allais dépend dire, ça dépend aussi de d'autres chaque leviers. individu. C'est-à-dire que Ouais. quand on va avoir des problématiques de sommeil, souvent, il n'y a pas qu'un seul levier, il y en a plusieurs interdépendants entre eux. Donc ça, c'est une des grosses familles et des gros leviers de perturbation du sommeil. Par contre, les stratégies de sommeil, pour le coup, là, on va retrouver comme le levier alimentation, c'est les deux très gros leviers dès lors qu'on va rencontrer des problématiques de sommeil qui sont souvent à l'œuvre. On va avoir tout ce qui concerne les enjeux relationnels et le sentiment de sécurité. Enjeux relationnels, c'est normal, hein, lié à l'attachement, et ça va être et à la séparation, hein. Le sommeil, c'est une séparation, et automatiquement, dans la séparation, et notamment avec les figures d'attachement principales, il peut se jouer certaines choses et qu'on va mettre autour du sommeil, puisque le sommeil est une séparation. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que il est complètement possible de venir apaiser aussi tout ça, recadrer, remettre le sommeil à sa place, le sortir des enjeux relationnels aussi. C'est pas toujours simple, surtout pour les mamans, parce qu'on est souvent la figure d'attachement principale, moi comprise, hein. C'est pour ça que la maison m'a fait dodo, c'est mon mari. Mais en aucun cas culpabiliser les parents, c'est aussi un des leviers, mais c'est pas toujours le levier, c'est rarement le levier principal, il faut quand même le savoir. Et c'est des leviers qu'on va avoir plus importants, plus le temps passe et plus les enfants sont grands. Mais ça aussi, ça s'apaise très bien, et avec plein de belles choses à mettre en place. Vous avez toutes les perturbations du sommeil liées au cadre de sommeil, donc j'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment tout l'équilibre hormonal au niveau du sommeil. Donc la pression de sommeil, l'adénosine que notre cerveau va fabriquer quand on est en temps d'éveil, donc d'où l'importance des temps d'éveil, tout ce qui est rythme de sieste en journée vis-à-vis du rythme de nuit, horaire, c'est tout ce qui concerne le cadre en fait physiologique du sommeil, qui là peut avoir un impact énorme dans plein de problématiques de sommeil, avec des parents par exemple qui à la sieste unique pour leurs enfants à partir de 3-4 ans
non pas 3-4 ans, 18 mois même, vont coucher leurs enfants pour la sieste à 14 heures et se demandent pourquoi à 19-20 heures, leur enfant est fatigué parce qu'il n'arrive pas à faire une grosse sieste parce qu'il est couché trop tard à la sieste. Et il est fatigué, mais pourtant il ne s'endort pas avant 21 h ou 22 h. Ouais, parce qu'il a un manque de sommeil. Ouais. Parce qu'il est en manque de sommeil, mais pas que, surtout parce que, là on avance sur d'autres choses, mais c'est un élément assez central, parce qu'il a été couché à 14 heures. Or, la baisse de vigilance dans le corps qui indique que là, il faut aller dormir, on a besoin de se reposer, elle arrive vers 11h30. Si à cet instant-là, la réponse n'est pas donnée à l'enfant de pouvoir s'endormir, eh bien l'enfant va devoir surproduire du cortisol pour tenir le coup sur ce temps en fait de baisse de vigilance. Donc il va se maintenir éveillé, d'ailleurs pendant le repas, souvent il pique du nez, etc. Se maintenir éveillé, passer en surstimulation, du coup à 14 heures, il pourra avoir du mal à s'endormir d'ailleurs, parce qu'à 14 heures, c'est le moment où on remonte, hein, c'est l'inverse, où on n'est pas du tout dans la phase d'endormissement. Et tout ça, ce surdosage-là, entre guillemets, on va le retrouver en fin de journée. C'est-à-dire qu'il y aura suffisamment de pression de sommeil, suffisamment d'adénosine, on est bien fatigué, l'enfant est vraiment fatigué, mais il ne peut pas s'endormir parce que là, du coup, l'équilibre entre mélatonine et cortisol n'est pas bon. Il y a trop de cortisol dans le corps, il est en surfatigue en effet, mais surfatigue parce qu'il a combattu de la fatigue sur ce temps de midi. Et c'est aussi bête que ça, et on va retrouver ça aussi sur des réveils trop matinaux chez les plus grands, où simplement on passe la sieste de 14 heures à midi et on a un enfant qui s'endort parfaitement bien le soir et qui arrête les réveils trop matinaux et voire même qui réaugmente sa capacité de sommeil et qui ne fait pas une sieste d'1 heure mais va même en faire une de 3 heures. Ça n'a rien à voir avec l'horaire. Il y a beaucoup de parents qui disent « Ah, mais il n'arrive pas à s'endormir le soir parce qu'il a fait sa sieste trop tard, il va Ils dormir. » disent il faut pas 3 heures entre la sieste et le coucher. Et ben je rebondis, c'est exactement ça. Je peux faire le lien avec moi, où ma fille dort beaucoup plus à la crèche. Elle a 2 ans, parce qu'en fait, il mange à 11h30 et tout de suite après, il file à la sieste. Et nous, on mange un peu plus tard le week-end, par exemple à midi 30. Et du coup, on l'endort vers 13h30, voire 14h. Et là, c'est plus dur son endormissement. Je suis totalement d'accord avec toi. Exactement. Et lorsque on a des écoles et parfois des crèches qui ne se mettent pas bien en lien avec les rythmes des enfants, eh bien, ça vient poser des gros problèmes, voire même des parents qui vont demander l'arrêt de la sieste de l'enfant. Ils font des certificats pour ça. Ils demandent des certificats, ouais, bien sûr. Ouais. C'est ça. Alors qu'il y a absolument besoin de cette sieste, mais elle n'est pas proposée au bon moment. Et donc, c'est toute cette connaissance du cadre et de la physiologie du sommeil et de l'équilibre respecté dans les besoins de sommeil de son enfant, qui soit tout petit jusqu'à très longtemps, qui est essentiel et qui va pouvoir induire des troubles du sommeil, du manque de sommeil et des difficultés. Donc ça fait partie des grandes familles de facteurs de perturbation du sommeil. On a également la grande famille de l'environnement de sommeil. Donc, où est-ce que dort bébé, dans quel type de lit, quel type de matelas, quel type de chambre, où est placé son lit, la température de la chambre, évidemment. Enfin, voilà, tous ces facteurs-là. On va avoir tous les facteurs de soins donnés à l'enfant aussi, à savoir, est-ce que sa couche est changée, est-ce qu'il n'est pas gêné, est-ce qu'il y a eu éventuellement suffisamment de temps avec lui? Est-ce qu'il a vu la lumière extérieure aussi? Est-ce qu'il a été sorti, mis dehors? Est-ce qu'il est au contact des écrans? Ça aussi, c'est dans l'environnement. J'allais dire, quand tu parlais de temps d'éveil de qualité sans stimulation par écran, Exactement. par exemple. Ouais, bien sûr. Exactement, ou sans stimulation avec des jouets trop lumineux à LED et musique très très forte qu'on va donner maintenant aux tout petits. Notamment. Et puis, le gros facteur, on en a parlé tout à l'heure, une des grosses familles de facteurs, l'alimentation, évidemment, qui est très présente. Est-ce que j'en oublie? Et donc, j'ai gardé la dernière pour la fin parce que vous en parliez, les facteurs de régression du sommeil. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce terme, mais je suis obligée de l'utiliser parce que maintenant, tout le monde l'utilise, les régressions du sommeil. Régression, perturbation. C'est ça. Alors que c'est simplement, oui, il y a des phases de développement, de pic de développement pour l'enfant. 3 mois, 6 mois, 8 mois, 12 mois, 18 mois, 20 mois aussi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. C'est des pics.
C'est très souvent, c'est des pics de développement particuliers. Et ces pics de développement, oui, peuvent avoir un impact sur le sommeil parce que chez les enfants, c'est la découverte du monde extérieur, d'un cran supplémentaire finalement, que le monde est plus grand que moi et que moi et maman. Donc il y a déjà ça. Et puis en plus de ça, il peut y avoir des pics en besoins alimentaires. Donc si le parent ne suit pas son enfant, il peut y avoir des demandes avec des réveils nocturnes particuliers la nuit, ou d'ailleurs pour les mamans allaitantes, un besoin pour l'enfant d'être d'autant plus à venir chercher le sein. Et particulièrement, par contre, ce sont des phases un petit peu d'insécurisation pour l'enfant parce que justement, je me rends compte que le monde est plus grand que moi. Et du coup, j'ai vraiment d'autant plus besoin que tout mon cadre de vie ne bouge pas et que je retrouve mes piliers. Et ça peut parfois poser là où le sommeil, quand le sommeil est déjà un peu bancal, là, ça va être des pics de problématiques de sommeil, où là, les choses vont vraiment devenir très difficiles, parce que le manque de sommeil, tac, d'un seul coup, devient plus important. Bébé va se mettre à avoir des difficultés à s'endormir, parce que finalement, les stratégies de sommeil sont pas cohérentes, son environnement de sommeil n'est pas cohérent, etc. Où il y a des demandes où le parent est un peu perdu et tout prend des proportions un petit peu plus grosses, enfin beaucoup plus grosses. Et où là, en effet, ça va plus être des régressions de sommeil parce que souvent, c'est ce qui va faire que derrière, pendant des mois, ça va être difficile et ça va être d'autant plus difficile. Mais en réalité, lorsqu'il y a un cadre de sommeil avec tout qui va bien, entre guillemets, je dirais que ça peut être un léger petit caillou pendant 48 heures, pas plus. Mais quand tout va bien, derrière, ça roule. Papa et maman gardent le même cadre, la même sécurisation. Oui, tu es en train de grandir. Oui, le monde est plus grand. Et pour le coup, pour ton sommeil, tout est toujours pareil. Ça sécurise l'enfant. Il retrouve ses repères et il continue son chemin. On va avoir éventuellement vers 12 mois où ça peut être un petit peu plus long parce qu'il y a vraiment une période de motricité importante du côté du développement de la marche. À l'apprentissage de la marche, on sait que le sommeil peut être perturbé. Là, on peut parler de perturbation du sommeil. Ouais. Oui, c'est ça. Mais perturbé, pour le coup, de ce qu'on va vraiment voir, pour les enfants pour qui il y avait un sommeil qui était complètement OK précédemment, la perturbation elle va se jouer uniquement au niveau des siestes. Il va y avoir une des deux siestes qui peut être un peu difficile parce que durant les temps d'éveil, dans la journée, l'enfant est vraiment appelé par le fait que je veux marcher, je veux marcher, je veux marcher, et j'ai pas très envie d'aller me reposer et d'aller à la sieste. Ouais, et souvent, arrête-moi si je me trompe, mais c'est vers 16-18 mois où c'est là où l'enfant switch et par exemple arrête sa sieste du matin et fait qu'une sieste l'après-midi, donc c'est assez concomitant en général. Il y a le passage à une seule sieste où là, les passages de 4 à 3 siestes, 3 à 2 siestes, 2 à 1 sieste peuvent être des passages un petit peu délicats et de rééquilibrage, mais qui pour moi vont pas entraîner de difficultés particulières de sommeil si le parent est à l'écoute et si le parent est suffisamment informé surtout. On en revient à ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai écouté plusieurs de tes épisodes et je te trouve bienveillante sur l'allaitement et sur le fait que les parents veulent rythmer le sommeil de tout petit alors que leur alimentation n'est pas non plus hyper en place. Après, je comprends, hein, le sommeil, c'est le nerf de la guerre. Ton bébé ne dort pas, tu ne dors pas. Mais à un moment, il faut se dire que allaiter la nuit, c'est normal et physiologique. Est-ce que tu peux développer, toi, on en a parlé déjà dans tout le début de l'épisode, mais le fait que l'alimentation et le sommeil sont profondément liés et du coup, faire le parallèle avec l'allaitement. Oui, complètement. C'est important de faire pareil, tout est une question d'équilibre. Pour moi, équilibre de sommeil, équilibre alimentaire et équilibre dans les savoirs et les attentes du parent vis-à-vis de son enfant. En soi, les besoins en sommeil chez les bébés sont tous les mêmes, qu'un bébé soit allaité ou au biberon. Le rythme de sommeil sont tous les mêmes, qu'un bébé soit allaité ou au biberon. Mais par contre, avec le biberon, on peut faire du gavage de bébé un peu plus intensif, je dirais, qui parfois peut faire que les besoins alimentaires la nuit de ces bébés-là soient plus rapidement arrêtés et que bébé fasse des nuits de 12 heures sans avoir besoin de s'alimenter.
Je mets un bémol sur ce sujet parce que nous, on accompagne beaucoup de bébés au biberon comme ça qui vont être soi-disant médicamentés pour des reflux Reflux. gastro-œsophagiens qui en Alors que fait c'est n'ont un pas trop du tout de plein, quoi. reflux, mais Ouais. qui, du fait du gavage, Mm. ça ressort et où derrière on va se retrouver avec des carences, avec des déficits caloriques parce que les biberons, les très gros biberons ressortent et au final, bébé n'a pas tout ce qu'il lui faut pour bien grandir. Donc je mets un bémol là-dessus. Physiologiquement, pour les enfants, sur la première année de vie et principalement les 6 premiers mois, mais la première année de vie et les 3 premières années de toute façon, il y a un enjeu de grossir et de croissance qui est énorme. Le principal enjeu pour les bébés, c'est de manger et de dormir. Manger pour pouvoir grossir, dormir pour pouvoir grandir en se servant de l'alimentation que j'ai réussi à avoir durant mes temps d'éveil et pour pouvoir derrière grandir. Et les besoins en apport calorique sont énormes, véritablement énormes. Il n'existe pas de bébés gloutons comme on peut les entendre. On a beaucoup de bébés qui ont besoin de rattraper je me perds, qui vont avoir besoin de rattraper des potentiels génétiques du côté de la taille, qui naissent petits alors qu'ils ont un potentiel génétique de grand et qui du coup là sont obligés de manger 3 fois plus sur des premiers mois pour pouvoir faire ces rattrapages-là et grandir. On ne peut grandir que si on grossit. Les bébés, c'est d'abord je grossis en largeur pour pouvoir grandir. C'est important de Ouais, savoir je suis ça d'accord. C'est évidemment. d'abord, en fait, si on grossit, on va pouvoir grandir. Oui, tout à fait. C'est ça. Et si je ne grossis pas suffisamment, je ne vais pas pouvoir grandir suffisamment. Et c'est là qu'on va se retrouver aussi avec des cassures de taille aussi. Nous, on travaille énormément sur tout ça. Et ça a un impact direct d'ailleurs sur l'état des enfants, sur leur capacité à s'endormir, à bien dormir, à faire des belles siestes, à faire des belles nuits. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que physiologiquement, passer ces cycles de sommeil la nuit, déjà, ça ne se fait pas. L'horloge circadienne, elle va se mettre en place entre 4 et 6 semaines de vie. Donc déjà, pendant 1 mois ou 2, je dirais, peut être complètement normal, sans même avoir nécessairement besoin de s'alimenter, mais même en ayant besoin de s'alimenter, qu'un enfant puisse rester réveillé 1 demi-heure, 1 heure dans la nuit, à différents moments, espacés de 2-3 heures de sommeil, et avoir des temps. Les temps d'éveil, la nuit et le jour, sont indifférenciés sur les 2 premiers mois. Donc ça, s'attendre et avoir des attentes en tant que parent que son enfant dorme toute la nuit, ne mange pas et même ne soit pas simplement réveillé sur un petit temps la nuit sur les 2 premiers mois, ce sont des attentes qui sont complètement décorrélées Avec de la la physiologie. physiologie de l'être humain. Tout à fait. Donc c'est pas possible. On est d'accord qu'il en existe, c'est de manière individuelle et souvent avec un petit peu de gavage qui provoque d'autres problèmes derrière. Hein. Donc qu'on soit maman allaitante ou pas, il est normal d'avoir que mon bébé allaité ou pas allaité ait besoin de se réveiller parfois toutes les 2 heures la nuit pour pouvoir faire une grosse tétée ou pour pouvoir prendre un gros biberon. J'y réponds, les indications de la PNNS, qui est le Programme national nutrition santé, indiquent que pour les bébés allaités comme au biberon, il faut se fier à la demande et à la satiété de l'enfant. Donc, s'il demande, même si c'est au bout d'une demi-heure, même si c'est au bout d'un quart d'heure, je réponds, qu'il soit au sein ou au biberon, je réponds et je propose à manger et je ne force pas, je ne cherche pas à ce qu'ils prennent des grosses quantités, je propose à satiété. Et un bébé comment je reconnais un bébé qui a suffisamment pris au sein? Eh bien, il a les mains ouvertes et détendues. C'est un des principaux indicateur qui va vous permettre à la maman de pouvoir savoir. Oui, aussi que tes seins soient vidés, que ton bébé mouille bien ses couches, qu'il ait un bon transit. Exactement. Il y a plein d'autres choses, mais quand on va regarder juste au moment de la tétée, si la maman veut savoir, si bébé a encore un peu les mains crispées, qu'il est grognon après la tétée, etc., c'est pas qu'il est douloureux, hein. C'est que très certainement, là, il n'a pas réussi à prendre tout ce qu'il voulait en termes d'alimentation. Et puis derrière, ça se vérifie au niveau des courbes. Un bébé qui a vraiment bien pris une belle tétée, eh bien, ça peut ressortir un peu. D'ailleurs, ça, c'est bon signe. C'est un bébé qui est vraiment détendu, groggy et qui a les mains ouvertes. Là, on sait que bébé prend des belles tétées.
Donc, les 2 premiers mois, si bébé se réveille toutes les 2 heures la nuit pour téter, tout va bien. S'il se réveille toutes les heures la nuit pendant 2 mois, les 2 premiers mois, là, par contre, pour moi, c'est intéressant d'aller voir une consultante en lactation IBCLC parce que c'est qu'il y a peut-être un problème de succion pour l'enfant, de mise en place de la lactation, etc. Et que là, c'est trop si c'est du non-stop. Par contre, si c'est la fin de la journée et que bébé est accroché au sein pendant 3 heures, ça, c'est normal. Tout va bien. Il se prépare pour sa nuit. Et dans la nuit, toutes les 2 heures, il se réveille pas en hurlant, il se réveille, on lui propose le sein, il prend une bonne tétée, il se rendort ou il est un petit peu réveillé pendant une demi-heure et c'est OK, et il se rendort et tout va bien. Ça, c'est un rythme normal. Passé 2-3 mois, lorsque l'horloge circadienne commence à être bien mise en place et que votre enfant grossit bien et physiologiquement, là, il y a des enjeux complètement distincts suivant chaque physiologie. On va avoir des petits gabarits qui n'ont pas besoin de faire des rattrapages de taille, etc., et qui vont avoir des besoins en lait de 600-700 millilitres par 24 heures, qui vont pouvoir être facilement comblés par une lactation super bien mise en place par la maman, etc., dans la journée avec un rythme de tétée hyper bien et pas de mise à la crèche qui viennent éventuellement perturber le truc, etc. Et dans la nuit, pour des bébés allaités, parfois des 3-4 mois, il y a besoin peut-être que d'une seule tétée pour s'alimenter, voire même parfois de zéro, j'en ai certaines. Et c'est OK et tout va bien. Mais de la même manière, eh bien, je peux avoir un bébé qui a un gabarit plutôt grand, qui peut avoir un besoin de rattrapage de courbe. La lactation, bah, maman est dans sa production, dans sa capacité de stockage, etc. Ça aussi, c'est individualisé vis-à-vis de chaque femme. Bah, ça ne suit pas autant que ce que cet enfant-là, lui spécifiquement, il pourrait avoir besoin et qu'il pourrait réussir à prendre vu la taille de son estomac dans la journée, etc. Et là, dans ces cas-là, bah, il peut y avoir besoin encore, de manière complètement normale, de 3 tétées dans la nuit, 4 tétées, et c'est OK. Alors, souvent, ça va s'espacer, et ça ne s'espace pas comme les parents peuvent croire, de manière très rythmée, soit c'est toutes les 2 heures, soit c'est toutes les 3 heures, etc. Ça peut être en début de nuit, bébé va se réveiller au bout d'une demi-heure, 1 heure, alors que sa tétée d'endormissement était il y a très peu de temps. Mais c'est normal, il prend vraiment un maximum pour aller dans ses phases de sommeil profond de début de nuit. Et puis tout le début de nuit, il ne se réveille pas. Et puis à partir de 2 heures du matin, bah là, il prend des tétées toutes les 2 heures. Et ça peut être OK aussi en termes de besoins alimentaires pour vos petits. Parce que là, spécifiquement pour cet enfant-là, il y en a besoin et son rythme l'emmène vers ça. Il a beaucoup plus de mélatonine en début de nuit, donc c'est normal qu'il fasse toutes peut-être 6 d'affilée, il fait ses phases de sommeil profond aussi. Donc ça, c'est quelque chose de normal. Par contre, de la même manière, un bébé qui va se réveiller toutes les heures la nuit pour être au sein alors qu'il est allaité toutes les heures, là, c'est un problème souvent pour lui en termes de sommeil et de fatigue. Et ça va être un bébé qui va tétouiller et pas forcément faire des grosses tétées. Et même vis-à-vis de la lactation, ça ne va pas être terrible. Et c'est un bébé où là, va falloir s'interroger vis-à-vis des courbes et des stratégies de sommeil. On vient s'interroger sur les 2 gros piliers, alimentation et stratégie de sommeil. Et pour la maman, pour certaines, elles vont pas voir passer le truc parce qu'elles arrivent à dormir. Pour d'autres, ça va être un vrai calvaire. Elles vont pas dormir. Et quand une maman est excessivement fatiguée, ça peut provoquer une baisse de lactation et ainsi de suite. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Ouais, voilà. C'est vrai que pour rappeler, l'allaitement nocturne, ça favorise le maintien de ta lactation en général. Après, bien sûr, ça dépend des mamans, de la capacité de stockage, tout ça, ce que tu viens de dire. Et moi, j'aime bien dire aussi que les tétées nocturnes, ça représente environ 1/3 des tétées sur 24 heures. Donc, c'est non négligeable. Donc, vouloir rythmer un bébé et qui dorme toute la nuit sans tétée, ça peut être un peu potentiellement dangereux pour ta lactation. Bien sûr, ça dépend de chaque maman et de chaque dyade mère-bébé. Mais c'est vrai que je pense que tout de suite, on peut pas se dire qu'on peut rythmer ça. Enfin, vraiment, et se faire accompagner, je pense que c'est une bonne chose aussi. On est d'accord. Et quoi qu'il en soit, une consultante en sommeil ne devrait pas vous indiquer de rythmer les tétées. C'est-à-dire que si, avec la consultante en sommeil, vous avez checké tous les grands pôles justement de troubles possibles du sommeil et que il n'y a pas de petits cailloux,
de lui-même, votre enfant va téter au bon moment pour lui, en fait, hein. Et il y a rien à faire de ce côté-là, et c'est important de pouvoir le suivre. Par contre, bah, quand on voit que ça se déséquilibre et que c'est plus un tiers des appels qui font la nuit, mais bien plus parce que la journée, bébé se désintéresse même du sein, ou peut-être plus autant, ou fait pas des grosses tétées finalement, fait que des petites, des très grosses n'ont lieu que la nuit. Là, ça peut être intéressant là de se faire accompagner par une consultante en lactation pour voir bah, qu'est-ce qui s'est un petit peu éventuellement déréglé, et ça va avoir un impact sur le sommeil. Après, ensuite, en termes d'information, on va avoir beaucoup d'enfants qui, du coup, entre 4 et 6 mois, vont réussir à faire en sorte d'avoir tout ce qu'il leur faut, à se mettre à faire des vraiment des tétées de plus en plus grosses et de plus importantes en journée, parce que les besoins en lait, eux, ne diminuent pas. Ils augmentent toujours, hein, de manière importante. Donc, on va pouvoir se rendre compte que bah, y a beaucoup de bébés qui, par contre, et ça n'a rien à voir avec la diversification et ses apports, hein, vont pouvoir, à partir aux alentours de 6 mois, mais ça peut être avant, entre 4 et 6 mois, arrêter parfois l'allaitement, mais d'eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas eu de problème de mis en place vis-à-vis du sommeil, parce qu'il y a pas mal de sommeil, la courbe de poids va bien, etc. Enfin, tout est bon. Et ça se met en place comme ça. Et puis, il y a certains bébés avec certaines spécificités qui, entre 6 et 12 mois, là, vont encore parfois avoir besoin de 1 à 2 tétées nocturnes aussi, parce que là, dans ces cas-là, on peut avoir des bébés, et ça dépend de chaque cas, on peut avoir des bébés qui réellement ont des besoins de rattrapage de courbe importants, qui en fait doivent être très grands et ont besoin vraiment d'énormément en apport calorique. Et là, clairement, il y a encore besoin de cet été nocturne. Parfois, et c'est normal. Ouais. Et c'est complètement normal. Parfois, il y a certains enfants ou certaines mamans où la lactation, bah, c'est aussi pas très bien mise en place. Il y a aussi, nous, beaucoup de cas où l'enfant est mis en garde. Et du coup, vraiment, les tétés, on les retrouve la nuit parce que l'enfant refuse de s'alimenter le jour. Donc ça, on n'est pas dans une situation normale, c'est quand même important de le dire. Et il y a des solutions pour ça, parce que ça vous fatigue et ça fatigue aussi bébé. Et là, dans la plupart des cas, ce qu'on va retrouver, c'est que comme bébé, la nuit est poussée de plus en plus par son corps vers le fait que là, la nuit, c'est fait pour dormir. Il y a toutes les hormones qui rentrent en jeu. Eh bien, quand il essaye de ne s'alimenter en lait que la nuit, il n'arrive pas à remplir tous ses apports. Forcément, il faut vraiment revoir les choses et vraiment bien les baliser sur la journée. Mais c'est pas non plus pas OK qu'un bébé, certains bébés, dans certains cas d'allaitement, puissent avoir encore besoin de s'alimenter 1, 2 fois dans la nuit au sein, et parfois au biberon aussi. Les bébés que j'accompagne au biberon, parfois jusqu'à 12 mois. Vers 12 mois, on va avoir les besoins en lait maternel qui vont pouvoir commencer à diminuer un petit peu, mais ça diminue en moyenne, hein, autour de 800 millilitres. Même si on va beaucoup entendre 500 millilitres, la réalité sur le terrain de ce que nous, on voit sur les courbes, etc., les besoins des enfants, c'est beaucoup plus autour de 800 millilitres. Et donc, si je garde un très bon apport lacté, beaucoup de tétées en journée avec mon bébé, que tout va bien, etc., qu'il n'est pas gardé, ou alors ça lui est donné au biberon, mon lait, et que je stimule bien mes seins, que je garde une bonne lactation en journée, même quand bébé n'est pas là, bah, étant donné qu'il y a quand même un peu moins besoin de lait, souvent là, les tétées nocturnes, elles n'ont plus lieu d'être. Et mon bébé va avoir suffisamment sur la journée, si on arrive bien à être entre 500 et 800. Et passé 18 mois, 2 ans, là, la plupart des enfants vont plutôt se situer sur 500 millilitres de lait. Et là, c'est complètement atteignable en journée, mais à partir du moment où la maman maintient bien sa lactation, hein, parce que 500 millilitres, il faut quand même aller les chercher. Et où nous, on va se rendre compte que parfois, il y a des allaitements qui vont perdurer la nuit encore tardivement et après 1 an, parce que finalement, dans la journée, maman ne maintient pas l'enfant ne va pas prendre suffisamment. Et là, il faut y faire attention, et on ne supprime pas une alimentation nocturne et un allaitement nocturne, en tout cas, sans avoir vérifié
tous ces points-là. Parce que si bébé n'a plus rien la nuit, bah, il en a besoin pour ses apports, en fait. Hein, et vous allez pouvoir vous retrouver à écouter des conseils pour supprimer de l'alimentation nocturne et avoir des bébés qui vont hurler pendant 2 heures. Et là, c'est normal. C'est normal. Ou être carencé. Enfin, ouais, voilà. Et derrière, du coup. Mm. Complètement. Oui. Et ben, je te rejoins complètement. Et donc là, on a parlé un petit peu des bienfaits de l'allaitement la nuit pour le bébé, mais on peut rappeler aussi que l'allaitement nocturne, les tétées nocturnes seraient un facteur protecteur aussi pour la mort subite du nourrisson, comme le cododo. Est-ce que tu peux nous en dire plus d'après ton expérience? Alors, ça va pas être mon expérience, mais en effet, c'est les chiffres Les études, qui ouais, bien sûr. vont annoncer ça et l'OMS qui vient avancer ça. Moi, de mon expérience, pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce qu'en fait, on se réveille les uns les autres. Donc, quand bébé va dormir dans la même chambre que nous, eh bien, potentiellement, ça diminue le risque que votre enfant s'endorme trop profondément ou bien se retrouve. La mort inattendue du nourrisson, elle est principalement due à des risques d'étouffement. Hein. Et quand on a un bébé dans une autre chambre, parfois ça peut être un peu plus difficile d'être en veille. Donc là, statistiquement, tous ces risques-là sont diminués si bébé est à côté de la maman. Ça paraît assez évident. Et vis-à-vis de l'allaitement, pour moi, on est vraiment aussi sur le fait que ça, les mamans allaitantes vont souvent moins chercher à ce que bébé fasse ses nuits et ne se réveille pas dans la nuit et ne plus avoir de lien avec que les mamans au biberon. Et du coup, obligatoirement, il y a plus de veille aussi, en fait, hein, tout simplement. Il y a un autre bienfait, donc là, totalement différent de la mort subite du nourrisson, c'est le fait que le bébé tète la nuit, et ben ça peut jouer sur un retour plus tardif du retour du couche justement chez la maman. Donc ça, ben, c'est pas négligeable non plus quand on est maman allaitante, je pense. Oui, complètement. Alors toi, dans ta pratique, quand les parents viennent te voir, quelles sont les problématiques que tu rencontres le plus souvent chez les bébés allaités? Je pense qu'on en a parlé les un petit peu. problématiques les Ouais. plus courantes chez les bébés allaités, ça va être des bébés qui se réveillent toutes les heures, la nuit. Et là, clairement, la première chose qu'on regarde, c'est l'allaitement de cette maman hein, sur la journée. L'état de la courbe de bébé. Et puis, la deuxième chose qu'on regarde, c'est les stratégies de sommeil. Parce que parfois, on va avoir en effet des bébés qui... la deuxième problématique pour laquelle les parents viennent nous voir, c'est il n'y a que moi qui peux endormir mon enfant parce qu'il ne s'endort que au sein. Il ne veut pas s'endormir autrement que au sein, il ne veut pas être couché par une autre personne. Donc, on va avoir des mamans à qui ça pose problème à un moment donné et qui souhaitent que ça s'arrête. On va avoir des problématiques aussi de sieste courte, mais ça, on va les retrouver par contre chez tous les enfants. Hein. On va avoir des problématiques aussi de pleurs en fin de journée chez les bébés allaités, qu'on va retrouver aussi quand même chez les bébés au biberon parce qu'il y a beaucoup d'imaginaires et de mauvaises informations sur la nutrition, mais avec des mamans qui ne connaissent pas les besoins nutritionnels des bébés allaités sur la fin de journée et qui ne savent pas en fin de journée, il y a besoin vraiment de beaucoup et de beaucoup être au sein, hein, simplement. Ou leur lactation qui, en fin de journée, ne suit pas parce qu'elles-mêmes sont épuisées aussi et qui, du coup, n'arrivent pas à fournir. Donc, on va avoir tout ça. Et puis, les situations fréquentes, ça va être ça, et avec beaucoup d'épuisement maternel. Beaucoup de mamans épuisées du côté des bébés allaités. Ça va être ça les situations les plus fréquentes amenées par le parent. Et nous, derrière, qu'est-ce qu'on y voit la plupart du temps? Quelle est l'origine de tous ces troubles-là? Clairement, majoritairement, c'est la carence calorique, hein, parce que ce sont des mamans, non pas et c'est vraiment hyper important de le dire, non pas qui n'ont pas un lait assez nourrissant, non pas qui ne sont pas en capacité d'allaiter leur bébé, c'est pas ça, mais c'est des mamans qui ne sont pas accompagnées
correctement et dont la lactation s'est pas bien mise en place, dont l'allaitement a baissé, où le bébé fait pas une bonne prise au sein et pas dans la bonne position, et cetera, qui elles-mêmes, avec l'épuisement, on a une lactation qui baisse, qui n'ont pas fait attention à leur alimentation, qui n'ont pas de soutien en fait et de formation et d'accompagnement professionnel autour de cet allaitement. Et c'est assez dramatique parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup en France, et c'est tant mieux, et il faut favoriser et expliquer aux femmes l'importance de l'allaitement, etc. Mais souvent, il y a une confusion avec le fait de leur dire, mais allaiter, c'est naturel, tu vas te débrouiller. C'est Allaite, naturel, mais mais ça s'apprend. Ouais. débrouille-toi, en gros. Alors que allaiter, c'est très complexe. Allaiter, c'est très complexe et ça peut très rapidement virer à quelque chose de difficile. Et du coup, derrière, entraîner un bébé qui pleure beaucoup parce qu'il a faim, un bébé qui ne dort pas parce qu'il a faim, un bébé qui fait X réveil parce qu'il a faim, un bébé qui a du mal à s'endormir parce que... Et nous, à chaque fois, le levier de la carence calorique chez le bébé allaité, il est là hyper présent. Et bien sûr qu'on peut travailler sur l'endormissement au sein, etc. Mais de la même manière, on vient travailler ça une fois que cet enfant-là, il l'a retrouvé suffisamment parce que, que toutes les problématiques il y a beaucoup soient de bébés qui éliminées. s'épuisent au sein et qui, du coup, en effet, le mettent en stratégie de sommeil et finissent par s'épuiser et s'endormir au sein parce que ça ne vient pas autant. Aussi, ça peut être intéressant de faire un parallèle avec une diététicienne ou un diététicien pédiatrique. Je pense que ça peut être bien quand il y a ces problématiques-là. Oui, complètement. Et le diète pédiatrique va être à même normalement de lire les courbes au moins correctement. L'idéal, c'est d'avoir une consultante en lactation bien formée à l'analyse des courbes et des carences. Mais même le parent peut s'informer lui-même là-dessus, hein, via le livre rouge. Les données, c'est quand même facile, relativement facile de se rendre compte même soi-même quand on sait les lire. Et de par contre... avoir une consultante en lactation bien formée aux problématiques de succion aussi, et bien diriger la consultante en lactation vers une demande de je souhaiterais là réaugmenter les apports caloriques de mon bébé. Est-ce qu'il y a des situations que tu vois très régulièrement et qui sont pourtant complètement normales chez un bébé allaité? Enfin, là, on l'a peut-être déjà vu, mais il y a des fois, ou même beaucoup de fois, où tu dis aux parents, bah là, en fait, c'est normal qu'il dorme comme ça, que son sommeil soit ainsi. Oui, ça m'arrive assez régulièrement. Je fais des boîtes à questions sur Instagram tous les jours et j'ai des questions un peu d'une communauté qui parfois n'a pas lu mes livres ou n'est pas allé un peu plus loin. Et dans ce cas-là, je peux avoir des questions de bébés, de mamans de bébés allaités qui vont me demander comment est-ce que je fais pour, j'ai parlé, hein, comment est-ce que je fais pour qu'il arrête de téter la nuit chez des bébés de 4 mois. Ouais. Et là, qui me disent pas, il tète toutes les heures, hein, Ouais. qui me disent, il fait 1 à 2 tétées dans la nuit. Bah, c'est normal. Ouais. Et là, dans ces cas-là, je leur dis, oui, c'est normal. Ou bien des mamans allaitantes qui vont me dire, mais il est scotché à mon sein toute la fin de journée. Oui, c'est normal. Complètement. Ou des mamans qui me disent, le médecin m'a demandé d'espacer les tétées de 4 heures dans la journée, mais j'y arrive pas. Enfin, ou si je le fais, mais mon bébé hurle et dort plus. Et je leur dis, Ouais, pas normal, du coup, que le médecin ait dit ça, mais malheureusement, ça fait partie aussi des discours très présents. Oui, bien sûr. Et nous, en tant que maman, on fait confiance au corps médical. Ça, bien je sûr, conçois, hein. Bien sûr, complètement. Et de la même manière, des espacements des biberons toutes les 4 heures. Hein. J'ai ça. Oui, biberon ou tété, bien sûr. Énorme. Et où là, je dis aux mamans, mais reprenez votre rythme d'alimentation et d'allaitement comme il était. Et vraiment, oui, en effet, ça ne m'étonne pas que votre bébé se mette à se réveiller beaucoup la nuit, qu'il pleure beaucoup, qu'il fasse des insomnies. On n'est pas sûr. Là, moi, je ne peux pas appeler ça un trouble du sommeil, c'est un trouble de l'équilibre alimentaire. C'est là pour le coup, et c'est quand même très présent. Et là, je parle des tout petits étés. À partir du moment où on sort des problématiques liées à l'alimentation et à la carence la carence nutritive chez les bébés allaités, on va retrouver par contre les mêmes problématiques, je dirais, que chez les bébés non allaités, qui sont des problématiques liées à des rythmes de sommeil, liées à des stratégies de sommeil, parce que ce bébé allaité-là, il ne s'endormait que au sein jusqu'à présent
et il l'a vraiment mis comme stratégie de sommeil unique. Ça fait pas forcément qu'il se réveille X fois dans la nuit, mais ça fait qu'il ne veut que s'endormir comme ça pour les siestes ou pour la nuit. Il fait peut-être des belles nuits parce qu'il n'y a pas eu de carence ou quoi que ce soit. Mais là, la maman se retrouve coincée, a besoin de le faire garder, a besoin que le papa puisse faire dormir bébé aussi. On n'a plus envie que ça se passe comme ça. Et dans ces cas-là, on l'accompagne à amener tranquillement son bébé vers la découverte, éventuellement de mise en place de stratégies de sommeil autonome, donc d'être en capacité de pouvoir s'endormir. Au moment de l'endormissement, en tout cas, que ça ne se fasse pas avec le sein dans la bouche, ce qui n'empêche pas une très belle tétée juste avant de Avant. s'endormir. Et ben du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, l'endormissement autonome. On en parle beaucoup, mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors, l'endormissement autonome, c'est une contraction, une réduction, je dirais, de la théorie des stratégies de sommeil autonomes et dépendantes. Parce que quand on parle d'endormissement autonome, on ne parle que du moment où l'enfant s'endort. Or, les stratégies de sommeil, on les réutilise à chaque passage de cycle, dans la nuit, au moment des siestes, etc. Donc, c'est très, très réducteur. Ce serait la théorie que si mon enfant s'endort sans aucune aide extérieure, du coup, qu'il a des stratégies de sommeil complètement autonomes qui ne dépendent pas de quelque chose qu'il ne maîtrise pas, à savoir des bercements, le sein, une tétine, un biberon. euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a plein d'autres choses, la présence de son parent à côté de lui, etc. Que s'il s'endort sans tout ça, derrière, il ne se réveillera pas de la nuit. Alors, ça, ce serait faire fi de la centaine de facteurs qu'on a vus ensemble qui peuvent influencer les troubles du sommeil. Mais oui, on est d'accord. Par contre, ça fait partie des facteurs probables de réveil d'un enfant dans la nuit. Et que s'il s'endort avec la présence d'un parent à ses côtés et que dans la nuit, du coup, le parent est parti et que l'enfant se retrouve tout seul, il peut être complètement normal à un cycle de sommeil suivant ou à un moment donné dans la nuit, il se réveille vraiment et que pour pouvoir enchaîner son cycle, l'enfant demande à retrouver le parent pour aller plus loin. Mais c'est important de jamais réduire ça à quelque chose d'automatique parce que ça va permettre de laisser la voie à plein de théories du complot autour de l'endormissement autonome qui n'existe pas, parce que mon enfant s'endort en autonomie et pourtant il se réveille la nuit. Eh ben oui, parce que c'est pas si simple que ça. Et heureusement. Et aussi à d'autres théories qui vont dire, mais mon enfant s'endort au sein et pourtant il dort toute la nuit et ça ne lui pose pas de problème. Et oui, parce que ça ne se réduit pas à ça non plus. Les enfants peuvent avoir mis en place des stratégies de sommeil pour s'endormir dépendantes du sein, mais pour autant avoir mis aussi des stratégies de sommeil autonomes en place pour pouvoir poursuivre les cycles pendant la nuit. C'est aussi complètement possible. On peut avoir, en tant qu'être humain, différentes stratégies de sommeil et c'est pour ça que moi, par exemple, ma stratégie du soir, c'est sur le ventre, la tête sur le côté, une main. Mais ma stratégie de ma sieste, parce que je fais la sieste, c'est sur mon canapé et sur le côté avec des oreillers surélevés. C'est pas du tout la même stratégie que j'utilise pas au même endroit je ne pourrais pas faire ma sieste sur le ventre, c'est pas possible. Et je peux pas m'endormir sur le côté le soir. Alors je pourrais le faire si je me mets à changer mes stratégies de sommeil, mais de la même manière que certains bébés vont avoir des stratégies de sommeil autonomes à la crèche et avoir des stratégies de sommeil à la maison. C'est important euh, de pouvoir se dire que la seule chose qui peut être importante, c'est que les parents puissent avoir conscience que ça peut faire partie des éléments perturbateurs du sommeil, parmi d'autres. Que ça fait partie des éléments quand même assez importants, on est d'accord, mais que ça reste complexe et que c'est en aucun cas obligatoire de mettre en place des stratégies de sommeil autonomes pour son enfant. C'est-à-dire que si pour nous, ça nous va bien, que notre bébé s'endorme en bercement et que pour l'instant, d'ailleurs, il poursuit très bien sa sieste, ça pose pas de problème, ou bien de le garder pendant toute sa sieste et de le bercer pour lui permettre de poursuivre ses cycles, et que ça nous va, nous, en tant que parents, c'est OK. Et que peut-être que plus tard, ça nous ira plus, et je pourrais amener mon enfant à faire évoluer ses stratégies de sommeil et à passer à un peu plus autonome s'il en a besoin.
de pas se mettre martel en tête que pour que mon enfant dorme bien, il faut absolument qu'il ait des stratégies de sommeil autonome, ou bien que les stratégies de sommeil autonome, c'est de la maltraitance, ce genre de choses. Il y a beaucoup de mythes autour de tout ça. L'important, c'est que chaque Ça parent, convienne à l'enfant et aux parents, quoi, ouais. c'est ça, et puisse être suffisamment éduqué là-dessus et puisse avoir suffisamment d'informations, parce que par contre, il y a trop de parents qui vont croire que leur enfant déteste leur lit parce qu'ils l'endorment en bercement, ils posent bébé dans le lit et là, pouf, il se réveille et il se met à hurler. Et donc là, on a des parents qui, au lieu d'avoir juste la connaissance des stratégies de sommeil et de se dire, ah bah oui, il était dans mes bras, je l'endors en bercement, je le pose, automatiquement son système d'alerte l'alerte, qu'il y a un changement d'environnement, il se réveille, il hurle pas parce qu'il aime pas son lit, il hurle parce que pour lui, pour pouvoir dormir sereinement, que son cerveau ne le réveille pas, qu'il fasse une belle sieste, il a potentiellement besoin d'être bercé en non-stop et d'être dans vos bras. Et donc, lui, il dit, bah non, ça le fait pas, je veux retourner dans les bras, j'ai envie de bien dormir. C'est pas des bébés qui n'aiment pas dormir, c'est pas des bébés qui n'aiment pas leur lit. C'est simplement que les stratégies actuellement en place, elles sont en lien avec les bercements. Et donc, si le parent, lui, n'a pas envie de bercer son bébé, et c'est important à respecter aussi, de même que celui qui a envie de bercer son bébé, on respecte les deux côtés, celui qui n'a pas envie de ça, et de garder son bébé pour la sieste tout le temps, eh bien, dans ces cas-là, potentiellement, ce sera intéressant d'accompagner son bébé vers la découverte qu'il est en capacité de s'endormir dans son lit, tout seul, sans les bercements, peut-être avec des bercements de la main d'ailleurs au départ, de découvrir que c'est possible, que du coup l'environnement ne va pas varier et qu'il peut faire des belles siestes et des belles nuits. Et l'autonomie et la mise en place de stratégies de sommeil autonomes, elles peuvent se mettre en place dès la naissance pour certains bébés qu'on va accueillir et qu'on va guider vers des endormissements progressifs en autonomie sans qu'il y ait des pleurs, rien du tout, juste simplement leur environnement principal de sommeil, on va privilégier que ce soit dans un lit et via un endormissement dans un lit, sans se départir d'une proximité. Ça n'empêche pas de faire du portage, ça n'empêche pas de faire des gros câlins à son bébé, ça n'empêche pas d'être en proximité avec lui. Et puis, certains parents, eux, vont plutôt se diriger sur les premiers mois de vie vers des endormissements en dépendance, au sein, dans les bras, etc. Et c'est OK. Et puis, quand on a envie d'aller vers autre chose, on peut mettre de la progressivité aussi vers la découverte de cette autre chose. C'est un peu comme dans l'allaitement, tant que ça te convient, et on poursuit, et sinon il y a d'autres choses possibles à mettre en place. Et alors, le déroulement d'une consultation sommeil chez toi au centre Fedodo, quand une famille te contacte, comment ça se déroule concrètement? Quelles questions tu poses? Qu'est-ce que tu prends en compte en priorité? Quand une famille va prendre une première consultation, on démarre toujours par une première consultation. Parfois, ça suffit d'ailleurs, une première consultation. Mais derrière, on peut avoir des consultations de suivi et puis un soutien, même des semaines de soutien dans la mise en place. Durant la première consultation, on va prendre le nom, l'âge de l'enfant évidemment, la situation de la famille et des deux parents. On va demander toutes les courbes anonymisées, d'ailleurs en amont. Le parent va remplir tout un questionnaire. On va questionner le parent sur tout le rythme actuel de l'enfant, à quelle heure il se lève, qu'est-ce qui se passe en termes de nutrition à ce moment-là, à quelle heure est la première sieste, de quelle manière il va s'endormir, qu'est-ce qui se passe au réveil de cette première sieste, et ainsi de suite. On déroule toute la journée et toute la nuit, tout ce qui s'y passe. On vient tirer certains fils suivant les réponses à certaines questions. Donc, on vient approfondir pour nous en ayant en tête tous les facteurs de difficulté de sommeil. Donc, on vient faire un énorme questionnement. C'est une majeure partie du début de c'est une anamnèse, du début de la consultation, qui va nous permettre là de pouvoir ensuite dire aux parents qu'est-ce que nous on va pouvoir identifier de la situation. C'est-à-dire que le parent, lui, arrive avec une problématique, il arrive avec des objectifs, mais parfois, le résultat de l'investigation qu'on va avoir, nous, c'est de pouvoir diriger le parent vers une compréhension différente de sa problématique. Par exemple, on va avoir des parents qui viennent nous voir en nous disant « Mon problème, c'est que mon enfant n'aime pas son lit ». Et puis, nous, on va expliquer aux parents que là, en l'occurrence, son problème n'est pas que son enfant n'aime pas son lit, mais que simplement, il y a eu la mise en place de stratégies de sommeil dépendantes dans leur histoire de vie.
Et donc, on commence à expliquer, on donne des connaissances à ce moment-là. On va être à même de pouvoir dire aux parents si tout va bien ou s'il y a un petit problème et quelle est l'origine de ce problème. Et en déterminant l'origine de ce problème et les leviers, on va lui indiquer quels sont les leviers en jeu là dans la situation, quels objectifs il peut atteindre suivant son bébé, suivant ses valeurs familiales aussi, de quoi ils ont besoin. On va venir aussi travailler l'histoire familiale, évidemment les émotions, l'accompagnement éventuel des émotions aussi auprès de son enfant. Et puis derrière, il y a un plan d'action qui va être proposé par la consultante aux parents en fonction de tout ce qui a été déterminé ensemble et des premiers conseils qui vont être donnés sur cette première consultation. Dans une première consultation, évidemment, on ne va pas donner tous les conseils sur des petites situations pas très problématiques. Et derrière, le parent va remplir un tableau de suivi, il va commencer à mettre en place certaines choses, rééquilibrer l'alimentation, rééquilibrer certaines choses au niveau du sommeil. Il va remplir un tableau de suivi et puis on va pouvoir faire des rendez-vous de suivi, parfois déjà au bout de 2-3 jours, parfois au bout d'une semaine, pour commencer à faire évoluer les choses, aller un petit peu plus loin. Là, on peut commencer par exemple par apaiser le coucher et les nuits. Et puis derrière, on s'occupe des siestes et éventuellement de la prolongation des siestes et ainsi de suite. Et on accompagne les familles qui le souhaitent en tout cas jusqu'à ce que la problématique soit complètement apaisée avec un rendez-vous de bilan. Ça, c'est suivant chaque famille parce qu'il y a certaines familles qui sont très indépendantes et qui vont faire juste la première consultation et qui vont dérouler le reste, qui vont acheter les livres, parfois les webinaires, etc. Puis, il y a certaines familles qui ont vraiment besoin d'être accompagnées main dans la main jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout soit bien apaisé. Et là, dans ces cas-là, il faut compter parfois 3 semaines, même s'il y a beaucoup de choses très apaisées au bout d'une semaine, parfois 3 semaines pour vraiment que le parent se dise « là, ça y est, j'ai plus besoin de vous ». Éventuellement, on se reparle parfois 1 an après, si c'était un tout petit, dans les phases de développement plus importantes et différentes, parce qu'il y a des réponses différentes à apporter aux enfants, notamment à partir de 18 mois pour les questions de sommeil et pour les problématiques de sommeil. Il y a certains parents qui prennent des rendez-vous réguliers parce qu'ils ont envie d'être informés sur les différents stades de développement de leurs enfants. Là, on a des petites consultations de suivi de 20 minutes. Ils ont l'habitude d'avoir leur consultante. Et voilà, un petit peu comme on va chez le médecin ou chez la psychomotricienne, etc., pour le suivi de son enfant au fur et à mesure des années et qu'ils grandissent. On a quand même beaucoup de parents qui viennent nous voir malheureusement après avoir tout essayé et après des longs mois et des longues semaines de difficultés, après avoir vu beaucoup d'autres professionnels, et c'est ça qui est très dommage. Mais on commence quand même, ça c'était beaucoup le cas il y a 7 ans, quand j'ai démarré, où c'était vraiment des situations très extrêmement difficiles, pas à résoudre, parce que ça se résout très vite, mais extrêmement difficiles dans l'historique familial et très impactant sur la santé des parents, de la famille. De toute la famille, ouais. De l'enfant, même des plus grands, etc. Et où on commence quand même à migrer de plus en plus aujourd'hui vers des parents de plus en plus informés, qui ont lu au préalable, qui ont suivi le Instagram. Après, il y a 7 ans, il n'y avait pas autant de réseaux et non. Autant de support, etc. On est d'accord. Et où là, maintenant, les parents le mettent vraiment dans leur routine, finalement, d'accompagnement. Ce qui serait bien aussi avec des consultantes en lactation pour les mamans allaitantes, pour moi, c'est ce qui devrait être. Ça peut être complémentaire, ouais. Et de notre côté, on fournit évidemment toujours une facture aux parents qui peuvent envoyer à leur mutuelle. Et on a certaines mutuelles qui remboursent déjà. Ah oui, il y a des mutuelles, ça je ne savais pas. Certaines familles, on en a de plus en plus qui est remboursement de consultation. Souvent, ça se met dans la partie un petit peu... médecine parallèle, quoi. Voilà, c'est ça, médecine parallèle, exactement. Du coup, on a parlé un petit peu, des fois tu dis que les parents viennent assez tard dans la problématique du sommeil, mais selon toi, à quel moment c'est vraiment pertinent de faire appel à un spécialiste du sommeil ? Pour moi, dès que la difficulté va dépasser 72 heures et qu'on s'est assuré auprès de son médecin qu'il n'y avait pas d'épines irritatives, quoi. C'est dès lors qu'une difficulté dépasse 72 heures, elle n'a pas lieu d'être en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ça va perdurer sous différentes formes. Mais si
et qu'on a un bébé en bonne santé et qu'on a vu le médecin. Le médecin est une priorité. La première des choses, et nous, ça fait partie des demandes, hein, pour prendre rendez-vous chez nous, on demande une attestation du parent comme quoi l'enfant est suivi par le médecin et que l'enfant a vu le médecin. Et de la même manière qu'on conseille aux parents de venir s'assurer auprès de son médecin que tous les conseils qu'on va proposer, qu'on a proposés durant la consultation, sont applicables pour l'enfant et pour sa santé. Moi, je rappelle à chaque instant que même si dans le collectif Fedodo, on a des professionnels de santé, les consultantes en sommeil, quand ils prennent, parce qu'ils peuvent prendre rendez-vous avec des diètes pédiatriques, etc., chez nous aussi, mais quand ils prennent rendez-vous pour un rendez-vous sommeil, même si derrière, c'est éventuellement une médecin, etc., elle ne vient pas avec cette casquette-là, elle vient avec la casquette de pédagogue. Hein. Autour du sommeil, on ne traite aucun cas Oui, de toute façon, il lié n'y a à pas de la de santé. délivrance d'ordonnance, tout ça, ouais. C'est ça. Et c'est que l'enfant a été vu et est suivi par son médecin et c'est absolument essentiel chez nous. Eh bien, si tu avais un seul message à transmettre aux parents d'un bébé allaité concerné par un sommeil un peu chaotique, on va dire, pour eux, de leur bébé, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que votre bébé n'est pas un petit dormeur, n'est pas un mauvais dormeur, que ça n'est pas parce qu'il est allaité qu'il dort mal. C'est qu'il y a quelque chose à venir regarder. La première des choses, c'est d'aller regarder l'apport nutritionnel chez votre petit. Et si tout va bien de ce côté-là, c'est que certainement on peut régler ça très, très rapidement. Tout n'est pas perdu, ça va aller. Oui, vraiment. Et qu'il n'y a pas de raison d'être épuisé quand on est maman allaitante. Oui, vous allez vous faire potentiellement réveiller 2-3 fois la nuit pendant au moins les 6 premiers mois, ou en tout cas 4-5-6 mois, oui. Ça peut être c'est complètement normal. Par contre, c'est pas du tout normal que vous ne dormiez pas de la nuit. On peut rappeler aussi que la prolactine, en fait, ça favorise chez la maman un sommeil, enfin un réendormissement après la tétée plus rapide et plus réparateur. Donc, Complètement. ouais, ça rejoint ce que tu dis, Caroline. Oui. Et donc, du coup, on a parlé un petit peu de tes livres, mais est-ce que tu peux nous les présenter? À qui s'adressent-ils? Donc, il y en a deux gros pour les adultes, on va dire. Le Oui. guide complet du sommeil du bébé et les pleurs du bébé. Mon bébé pleure Ouais, beaucoup. mon Le bébé grand, pleure. le grand guide du sommeil de mon bébé qui est bleu avec une grosse lune et mon bébé pleure beaucoup qui est rouge avec une grosse. Alors ça peut être une larme ou une goutte de lait hein, au choix. Et ces deux livres-là, donc le grand guide, il s'adresse à tous les parents de 0 à 8 ans, hein, globalement, voire même plus. Vous apprendrez des choses, même si vous êtes adulte, même pour vous, pour votre propre sommeil. Et Mon bébé pleure beaucoup va être un complément du bleu obligatoire. On ne lit pas le bleu si bébé a moins de 18 mois sans lire le rouge, parce que sinon vous passerez à côté du levier alimentation. On en a suffisamment parlé Oui, ensemble pour savoir c'est que vraiment. c'est absolument essentiel. Donc c'est les deux ensemble, le bleu et le rouge, si bébé a moins de 18 mois. S'il a plus de 18 mois, vous pouvez vous contenter du bleu, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et puis toute la collection jeunesse pour les petits à partir de 2 ans, une mission pour Fedodo avec Arthur, Louise et Jade, qui sont pas juste des livres. Hein. Dedans, il y a un vrai accompagnement autour de ces difficultés. Il n'y a pas juste un petit coin des parents, même si on l'appelait le coin des parents. C'est un accompagnement. Il y a même un QR code avec une vidéo de plus de 20 minutes où vous bénéficiez quasi d'une consultation vraiment sur ce sujet. Le support livre est un vrai support pédagogique pour la mise en place de la solution avec votre enfant Après, c'est réellement. pour les vers 3 ans, je pense. À partir de 2-3 ans. Oui, c'est ça, à Ouais. partir de 2-3 ans, complètement. Et également, vous avez un petit QR code avec une méditation que je Ouais, crois que tu as très testée, c'est ça? apprécié avec mon fils de bientôt 4 ans. Et non, c'est vrai que ça a l'air, enfin, c'est très pédagogue, je trouve, et ça peut apporter de l'aide aux parents pour des enfants un peu plus grands que des bébés allaités. Et qu'est-ce que tu avais envie de transmettre en créant tout ça, en écrivant tes livres que on retrouvait pas forcément ailleurs? Moi, j'avais envie de transmettre des solutions et de la connaissance. Et ce qui m'a frappée, c'est que
J'avais l'impression que même dans tous les livres qu'il pouvait y avoir avant que je sorte le mien et avant que je démarre ce travail-là en France, c'est moi qui ai vraiment développé le métier en France. Même si beaucoup ont suivi d'autres voies différentes et ne se sont pas forcément mis à l'école fait dodo, j'ai fait connaître ce métier parce que pour moi, c'était une urgence quasi viscérale de redonner de redonner du sens à toute cette question du sommeil qui est tellement fondamentale pour les jeunes parents et qui était un vide intersidéral. Et pour moi, le savoir, c'est le pouvoir. Et c'est une manière de redonner du pouvoir aux femmes principalement, hein, puisque c'est les femmes qui sont principalement impactées aujourd'hui encore dans nos sociétés par les Et j'allais problématiques. dire, dans les podcasts, dans tes podcasts qu'on écoute, c'est toujours la maman qui vient aussi, non? Oui, c'est ça. Ouais. De temps en temps, on a le papa aussi, mais j'ai jamais de papa tout seul. Ouais. Et même en consultation, enfin voilà, la communauté de dodo sur Instagram, il y a 250 000 personnes et ce sont 98% des femmes. Et pour moi, il y a un très gros appel du côté, c'est un enjeu de santé publique, hein, tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur ces questions-là, parce que le fait que ça ne soit pas connu, pas diffusé, que des solutions pédagogiques réelles et attentionnées, pas juste des méthodes. Aujourd'hui, ce qui a été proposé principalement aux familles, c'était des méthodes bêtes à suivre qui ne s'appliquent en aucun cas à toutes les situations de bébé. On l'a vu, il y a plus d'une centaine de facteurs qui vont impacter le sommeil des pour les résoudre. Et pour moi, c'était une forme de simplification encore de cet individu bébé, comme si c'était presque un chien sur lequel on va apposer une méthode identique, quelle que soit la problématique, et il finira bien par dormir. Et, et pour moi, c'était vraiment là permettre à tous les parents, et principalement du coup les femmes, d'être à même de comprendre leur bébé et de vivre des postpartum apaisés, une maternité complètement différente, et c'est ce que me transmettent les femmes. Et moi, ça me donne énormément d'émotions puisque bah, j'ai vécu ce cauchemar-là pendant 6 mois. Je l'ai vécu de plein de fois et ma fille, la problématique, elle était allaitée, elle était en carence calorique, hein. Je ne l'ai su, je m'en suis rendu compte que 5 ans plus tard. Qu'au bout de 5 ans, je n'ai compris qu'à travers le travail avec les diètes que je fais et tout le travail auprès des familles, en retrouvant l'historique vis-à-vis de ma fille, là où il était déterminé qu'elle avait un RGO, elle a été traitée pour ça, et cetera. Et la situation cauchemardesque et traumatisante que j'ai pu vivre moi-même avec ma fille et où on a accompagné plus de 100 000 familles aujourd'hui en France et dans le monde à l'heure actuelle. Tout ça, pour moi, toute cette démarche-là, elle va dans le sens d'essayer que ça existe le moins possible et que on puisse permettre à tous les jeunes parents et principalement aux jeunes mères de retrouver du confort dans leur postpartum et un vécu heureux en fait, hein, et apaisé avec leur bébé. Et pour moi, il n'y a pas de retour plus beau que celui-ci lorsque on reçoit des messages et que les mamans me disent bah, vous avez Merci. changé ma vie. C'est toujours 7 ans après extrêmement, extrêmement émouvant et c'est ce qui, moi, me meut au quotidien. Et surtout, je pense qu'il y a un message à transmettre, c'est de pas culpabiliser, même si toi tu t'en es rendu compte 5 ans après. Enfin, c'est en aucun cas toi qui faisait mal, c'est juste que quand on sait pas, ben on peut pas améliorer les choses. Bah non. Et quand on demande à énormément de professionnels autour et qu'on a demandé de l'aide et que les professionnels n'ont pas répondu, moi j'ai eu beaucoup de colère hein, pendant beaucoup de temps. Parfois j'en ai encore un peu. Même si c'est apaisé, parce qu'on voit encore des situations, enfin on voit beaucoup de situations aberrantes. Mais évidemment de ne surtout pas culpabiliser. Vous avez posé les gestes, les mots, les réponses auprès de votre bébé, avec les informations que vous déteniez à ce moment-là et bah, vous déteniez très peu d'informations parce que malheureusement toutes les personnes qui vous entourent n'en détiennent que très peu et le problème, il vient pas de vous, vraiment pas de vous. Jamais de vous et jamais parce que vous êtes trop attentionné, parce que vous portez trop ce bébé, parce que vous l'allaitez. Tous ces discours-là, ils sont à mettre à la poubelle, vraiment.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et enfin, je pense qu'on peut conclure sur ça. Bien sûr, on pourrait durer 3, 4 heures, même 10 heures sur le sommeil du bébé allaité encore plus. Donc vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de reflux, de tout ça, de ces surdiagnostics-là, ou sous-diagnostics, mais je pense qu'on fera un épisode complètement dédié à ça. Mais déjà, un grand merci pour tout ça, Caroline. Avec grand plaisir. Merci pour cette invitation et puis bravo pour ce podcast qui informe et qui soutient les mamans allaitantes. Il y en a besoin. Oui, comme pour le sommeil, je pense. Merci. Et on se retrouve bientôt sur notre podcast, bien sûr. On a hâte. YouTube. Merci beaucoup, Caroline, pour tous ces éclairages. Ce que l'on retient de notre échange, c'est qu'il n'existe pas un bon sommeil ni une bonne façon de faire. Que les réveils nocturnes, surtout chez les bébés allaités, sont souvent physiologiques. Et que demander de l'aide, ce n'est pas vouloir changer son bébé, mais vouloir être soutenu. Si vous êtes un parent allaitant et que vous vous sentez épuisé, perdu ou simplement plein de doutes, vous n'êtes pas seul et vous ne faites rien de mal. Vous pouvez retrouver Caroline sur Instagram, sur le compte Fedodo, ainsi que ses livres dont on mettra les références dans la description de l'épisode. Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser un avis. Ça aide énormément le podcast à continuer d'exister. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.